Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Ramdam Social, on l'a créé comme une marque positive qui veut changer les choses avec tout le monde, pour tout le monde. On veut absolument pas que ça soit anxiogène ou réservé à une élite, comme on pouvait dire tout à l'heure. Donc on a créé des packagings qui sont colorés, qui sont agréables, qui sont sympas, qui sont extrêmement transparents. On dit tout ce qu'on fait et on fait tout ce qu'on dit. Pour ce nouvel épisode des Jeunes Pousses, quel plaisir de tendre mon micro à Luco, cofondateur de Ramdam Social. Ramdam Social, c'est l'entreprise de demain par excellence. Une entreprise qui souhaite avoir un impact positif sur la société grâce à son activité. Et leur mission est belle, vendre des produits du quotidien avec du goût fabriqués en France, en reversant 7 à 10% de leur chiffre d'affaires à des associations pour cofinancer des repas à des personnes en situation de précarité. Un cercle vertueux dans lequel tout le monde participe. Je suis fan de ce type d'initiative qui se développe ces dernières années pour mettre l'entreprise en route vers une société plus solidaire. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une belle découverte dans ce nouvel épisode du Pompon. C'est parti. Salut Luc-Olivier. Bonjour. Si j'ai envie de t'appeler Luc-Olivier, je sais pas en fait, mais bon, on verra comment je fais au fur et à mesure. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Très content de te recevoir sur Le Pompon. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien sûr, je m'appelle Luc-Olivier, Luco. J'ai 32 ans, j'ai lancé Ramdam Social avec Julie. On a tous les deux un parcours dans la grande distribution. On a évolué sous des marques, des grandes marques, des marques plus PME, start-up. Et en fait, on s'est retrouvés dans la volonté de changer un peu la consommation et de faire une marque à impact social. Moi, je viens de Haute-Savoie, d'un petit village perdu en haut des montagnes. J'ai étudié à Lille et je suis arrivé à Bordeaux il y a 3 ans. Ok, parfait, très bien. Tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais petit ? Oui, quand j'étais petit, je voulais être avocat ou skieur professionnel. Donc, il n'y a aucun rapport entre les deux. Skieur professionnel, ça s'est assez vite réglé d'un point de vue niveau. Mais je pense que le côté avocat, c'était le côté faire quelque chose d'utile pour les gens. Et ça a perduré dans la volonté d'utiliser l'alimentation pour changer les choses. Et du coup, c'est arrivé aujourd'hui à Ramdam Social. Ouais, on va aller un peu rapidement sur tes études. Donc, tu as fait la Schema à Lille pour le coup. Tu savais ce que tu voulais faire à ce moment-là ? Donc, tu as switché la partie avocat et parti. Ouais, rapidement alors, aussi. Ouais, alors pourquoi pour le coup ? Et après, quand tu as fait tes études, est-ce que tu savais un petit peu ce que tu voulais faire avec ça ? Ouais, j'ai assez rapidement su parce que quand je suis sorti du bac, j'ai eu la chance que mon frère m'offre un livre de Mohamed Younous qui présentait le concept du social business. Et je me suis dit, en fait, mais c'est incroyable. Bien sûr qu'on peut créer des entreprises qui sont utiles parce que tu crées de l'emploi, parce que tu crées de la valeur, mais que cette valeur, elle a une vraie utilité sociale ou écologique. Et que l'objectif de ce projet dans lequel tu t'impliques, ton entreprise, ça soit pas simplement faire plus de profit et grossir pour grossir. Et ça m'a énormément parlé et du coup, ça a été un peu une révélation. À partir de ce moment-là, j'ai orienté toutes mes études, mes stages, mes jobs vers l'impact social, vers l'impact écologique, vers le fait que l'entreprise dans laquelle je travaille ait une utilité. Okay. Donc ça s'est traduit par des stages aux Philippines, par exemple, où j'ai travaillé pour une association. Et ça s'est aussi traduit par mon premier job. J'ai bossé au Bangladesh pendant 2 ans pour un projet avec Mohamed Younous et Danone pour faire de la consommation au Bangladesh, un vecteur de professionnalisation des femmes et d'alimentation plus saine pour les enfants de ce pays. Hyper intéressant. Super intéressant. Ouais, donc pas mal d'expériences à l'étranger pour le coup. Et de tout ça, quand tu reviens en France, alors après quelques années, si je dis pas de bêtises, t'en retiens quoi ? J'en retiens qu'on a une consommation qui est énorme. J'étais assez choqué en fait quand je suis revenu après 2 ans de Bangladesh face à des rayons dans des supermarchés immenses, blindés, où tu te disais mais à quoi va servir toute cette nourriture ? Et en fait, c'est ce choc qui m'a fait dire, en fait, on a une capacité à bien se nourrir, faisons en sorte qu'on ait une capacité à bien se nourrir et tous se nourrir. Et j'ai vraiment voulu orienter la création de mes expériences suivantes sur le fait de partager. Alors le mot partage, il a énormément de sens, mais pour moi, il a un sens surtout de responsabilité. Tout le monde doit avoir le droit de consommer, bien consommer. Donc ça s'est traduit d'abord par Too Good To Go, où j'ai travaillé en tant que directeur commercial pour faire en sorte qu'il y ait moins de gaspillage alimentaire et
que des personnes qui ne peuvent pas s'acheter certains produits puissent se l'acheter dans un mouvement citoyen qui est l'anti-gaspi. Et ensuite, donc avec Julie, on a créé Ramdam Social, qui est une marque qui permet de manger des bons produits locaux avec un impact social qui est chaque produit acheté égale un repas cofinancé pour quelqu'un dans le besoin. Ouais, carrément. On va revenir là-dessus. Et donc peut-être juste avant d'aller sur Ramdam et de nous raconter toute l'histoire, j'ai envie de parler de Luco aussi. Parce qu'il y a un truc de click and collect, une épicerie locale et zéro déchet. Ouais, exactement. J'ai lancé avec ma femme et un ami un réseau d'épiceries de produits locaux, urbains, pour une consommation zéro déchet. Donc LUC 0. Ok. Et on avait lancé ça sur Paris et Aix-en-Provence. Ok. On travaillait qu'avec des producteurs à moins de 100 km, que des produits super quali, pas d'ingrédients transformés. Et surtout, donc que de l'emballage en vrac. Donc on avait nos pots de confiture qu'on avait récupérés, qu'on avait travaillés. On avait quelques centaines de clients. C'était un super projet. C'était vraiment mon premier pied dans l'entrepreneuriat aussi. Ouais. Et une aventure humaine géniale parce que ça nous a créé énormément de souvenirs avec ce groupe. Et on a eu un vrai impact sur quelques années sur des personnes qui ont transformé leur alimentation et qui nous ont dit mais en fait je ne changerai pas. Et désormais, ça y est, c'est dans mes habitudes parce qu'on peut faire simple sur ce genre de projet aussi. Ouais. Donc super projet. Et on a découvert des super producteurs un peu partout en France. Ouais. Et donc la première aventure entrepreneuriale pour le coup. Exactement. Commencé en 2019. Ça dure à peu près 2 ans. Ouais, tout à fait. Pourquoi ? Alors, que 2 ans, enfin, j'ai envie de dire, pourquoi ça s'arrête ? Pourquoi ça s'est arrêté ? Parce que Covid. Okay, on a essayé de s'adapter, mais on ne pouvait pas. C'était trop compliqué. En fait, il faut 2, 3, 4 ans pour te créer une base de consommateurs fidèles, loyaux. Et tout a changé lorsqu'on est rentré dans le premier confinement. Même si on aurait essayé de s'adapter en passant à de la livraison, c'était trop compliqué, ça coûtait trop d'argent. Okay. Et on n'a pas eu les reins financiers pour pouvoir aller emprunter de l'argent aussi parce qu'on était trop jeunes. Ok. Et donc avant de passer à Ramdam, tu passes aussi dans une boîte, si je ne dis pas de bêtises. Tu reprends un emploi. Et alors, donc, bon, on va squeezer cette partie-là, même si elle est intéressante, mais allons directement sur Ramdam. L'idée de Ramdam Social, elle vient d'où exactement et qu'est-ce que vous mettez en œuvre au fur et à mesure pour que ça prenne vie ? En fait, on a eu 2 choses qui nous ont vraiment marqué avec Julie. Le premier, c'est le chiffre de 1/3 des Français qui n'arrivent pas à faire 3 repas par jour. Et ça, c'est un truc qui est ultra choquant pour nous parce que, en fait, en France, autour de nous, c'est pas 0,5% de la population, c'est vraiment 30%. C'est-à-dire que tu as des familles, tu as des parents qui sautent des repas pour que les enfants arrivent à en faire 3. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable aujourd'hui. Et en parallèle de ça, on a vu 67% des Français qui veulent s'engager pour lutter contre ces formes de précarité. Donc en fait, c'est 45 millions de personnes. Donc c'est énorme. Si tu arrives à faire un petit truc pour que tous ces 45 millions puissent agir, assez rapidement, tu peux avoir un impact massif. Ouais. Donc on a beaucoup bossé là-dessus. Évidemment, il y a toujours le déclaratif, mais derrière le déclaratif, c'est une vraie intention. Tu n'as pas forcément l'argent pour faire un don, tu n'as pas forcément le temps, mais tu as peut-être le temps de faire du bénévolat ou tu as peut-être le temps d'acheter des produits un peu différents au supermarché. Et donc, on s'est dit, en fait, nous, ce qu'on sait faire avec Julie, on a tous les deux une grosse expérience dans la production d'aliments vendus en grande distribution. On s'est dit qu'on allait utiliser cette expérience pour être un tremplin vers des produits de solidarité. Donc, on est parti de ce constat et on s'est dit, on va faire des bons produits locaux, sans ingrédients type additifs, huile de palme, très gourmands et surtout avec une mission qui est extrêmement forte. Un paquet acheté égale un repas cofinancé pour quelqu'un dans le besoin, en s'appuyant sur des assos de qualité. Tout simplement. Mais alors, comment vous avez constitué ça ? Parce qu'il y a plusieurs questions qui me viennent en tête à la fois. Alors maintenant, on vous retrouve dans certaines grandes surfaces, pour le coup, et tu vas aussi nous raconter comment vous avez fait pour en arriver là. Mais quand tu dis ça... Enfin, moi, il y a aussi l'aspect financier d'une certaine manière. Tu vois, tout a l'air beau, tout rose, c'est hyper chouette. Tu te dis, c'est génial. Est-ce que ça coûte pas 4 fois plus cher que d'autres produits qu'on peut trouver à un goût équivalent ? Enfin, allons là-dessus d'abord et après on ira sur le reste. Mais tu vois, comment on fait pour avoir quelque chose malgré tout qui est abordable et qui n'est pas juste... Effectivement, tu as peut-être 45 millions de personnes, 47, qui ont envie d'aider, mais tu as un certain pouvoir d'achat aussi. Donc, est-ce que c'est pas que ceux qui ont énormément d'argent qui peuvent aider ? Enfin, voilà, tu peux nous... Non, bien sûr. Et ça a été un des premiers éléments. On voulait que ce moyen il soit disponible au plus grand nombre, ce moyen d'aider. Et donc, on avait 2 éléments au-delà de la mission sociale. C'était le goût et c'était le prix. Le goût,
on a commencé à réfléchir, est-ce qu'on crée nos produits, est-ce qu'on s'appuie sur des PME? Et en fait, on a rencontré énormément de PME françaises qui bossent magnifiquement bien, qui font des extrêmement bons produits et qui utilisent des matières premières locales et saines. Donc en fait, on a dit, on ne va pas réinventer la roue, ça n'aurait aucun sens. Il y a des PME qui cherchent des débouchés commerciaux et on est une marque qui veut trouver une bonne PME qui fait des bons produits. Donc ça, on a matché assez rapidement. En parallèle de ça, on avait donc pris à peu près 10 kilos parce qu'on a testé 65 produits de différents producteurs. Et après, on s'est dit le prix. Et le prix, il est en fait assez simple à couper. Tu as des portions du prix qui sont pour la production, pour les matières premières, pour le transport, pour l'innovation et pour la marge des distributeurs. Et en fait, on s'est rendu compte que nous, on donne entre 7 et 10% aux associations de notre chiffre d'affaires. Et on s'est rendu compte que ça correspondait à peu près à ce qu'une marque classique va investir pour innover et créer un nouveau produit. Et nous, tout simplement, on s'est dit qu'on voulait faire un maximum de ventes pour faire un maximum de dons. Donc ça ne servait à rien d'inventer un nouveau produit qui serait un tout petit produit dans le rayon. On s'est dit qu'on allait aller sur des produits à forte rotation, donc les produits que les gens achètent tout le temps. Donc on fait des cookies au chocolat. On ne fait pas des cookies avec une pointe de yuzu, de l'algue et de la truffe. Ça n'aurait pas de sens pour nous. En même temps, les cookies à la truffe, ils seraient un peu chelous. Hein, mais... Ils seraient très bizarres. Mais il y a des trucs très bizarres qui arrivent en rayon. Mais au-delà de ça, voilà, on s'est appuyé sur ces bons produits. Ce qui fait qu'on a enlevé quasiment 10% de notre chaîne de valeur qui d'habitude va à l'innovation pour rester sur des produits du quotidien que les gens aiment. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir des produits qui sont à même niveau de qualité par rapport à ses concurrents en rayon, entre 10 et 20% moins chers. Donc en fait, on a des produits locaux très bons qui ont une action, un impact social très fort, et en plus on est moins cher. Ouais. Donc c'est ça qui est génial, et en fait les gens nous disent mais pourquoi est-ce que je ne l'achèterais pas? C'est très bon, c'est moins cher, et en plus je vais aider quelqu'un. Donc ça n'aurait aucun sens que je ne vous choisisse pas. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a des super résultats depuis le lancement, parce qu'on a réussi à créer ce triptyque goût, prix, impact social. Et alors justement, comment vous avez fait pour trouver, tu dis vous avez pris 10 kilos pour aller tester tous ces produits-là, vers qui vous êtes allé? Est-ce que justement, mais tu l'as un petit peu dit, mais plutôt petit producteur PME, et sur quels critères vous les avez aussi choisis? Parce que alors c'est un accord des deux côtés, mais vous aussi quand même, vous avez sûrement choisi des personnes qui vous ou des projets ou des idées ou des histoires qui vous tenaient à cœur. On s'est appuyé beaucoup sur la CCI qui nous a aidé à avoir un accès à énormément de producteurs de qualité. On est allé les voir, on leur a présenté le projet, on leur a dit on va faire des bons produits à impact social et voilà comment ça va se passer, est-ce que ça vous intéresse? Et en fait, on a eu 100% de réponses positives. Tout le monde était intéressé. Ensuite, on a eu un cahier des charges assez précis parce que si on veut réussir à avoir un impact qui devienne concret pour les associations, il fallait qu'on soit capable de vendre massivement et donc de produire massivement. Donc ça a été le premier critère, avoir une capacité de production qui soit importante. Aujourd'hui, on est capable de produire pour à peu près 8000 magasins. Donc on est capable de faire beaucoup de produits. Le deuxième, c'était d'avoir de la matière première locale parce que ça n'aurait aucun sens de faire un projet à impact social avec des produits qui viennent de l'autre bout du monde. C'est un peu dommage. Surtout en France, où on a des super PME industrielles. Donc on s'est appuyé ensuite sur ça. Et enfin, ça a été le goût. Le goût parce que les gens, de manière générale, nous disent qu'ils nous ont acheté la première fois parce qu'ils ont vu le concept sur le packaging, qu'ils ont aimé le packaging, c'était coloré, c'était sympa, qu'ils avaient envie d'aider. Mais ils nous réachètent parce qu'ils trouvent ça très bon. Et je crois, sans dire de bêtises, que tu m'as dit que tu trouvais ça très bon. Exactement. En fait, dès qu'on fait goûter aux gens, c'est génial parce que ils te disent « Ah, mais en fait, c'est trop bon !» J'aime bien le « en fait ». En fait, c'est trop bon. Exactement. Et c'est le « en fait » qui nous fait réagir. C'est que c'est pas parce que c'est un impact social que tu peux pas faire des super produits. Ouais, complètement. Et donc ces PME, vous en avez un petit peu partout sur le territoire, c'est ça? Et est-ce que c'était facile de les trouver ou pas? Facile de travailler avec elles? Enfin là aussi, alors, j'essaye moi de mettre en avant. Puis je sais que vous travaillez avec les deux gourmands donc, qui viennent du même quartier que là où je suis né. Donc je sais comment ils travaillent très bien. Mais est-ce que c'était facile ou pas? Parce que j'aime souvent dire qu'on a plein de choses sur le territoire qui sont clairement pas suffisamment mises en avant. Est-ce que là aussi tu peux nous en parler de ce savoir-faire à la française? Bien sûr. Alors en fait, honnêtement, on a eu la chance de tomber sur des partenaires de très grande qualité en termes de production, mais aussi humaine. Et dès le début, ils ont été partenaires. Et on a construit cette marque avec Julie sur la collaboration. Donc, on leur a dit, nous, ce qu'on pouvait faire. Et eux nous ont dit ce qu'ils pouvaient faire. Et du coup,
À partir du moment où tout le monde est autour de la table pour le même but, c'est beaucoup plus simple. Alors, ça fait un peu histoire de conte de fées, mais ça s'est vraiment passé comme ça. On travaille avec les Deux Gourmands, avec Loubio et avec Chippies. En fait, chacun de ces producteurs nous a dit, très honnêtement, ça je peux pas. Et bien sûr que nos produits ils sont peut-être améliorables, ils ne sont pas parfaits sur tout, mais ça nous a permis de sortir très rapidement un projet de terre et d'avoir très rapidement de l'impact parce que bien sûr qu'on peut toujours chercher à faire le projet parfait à 100%, mais nous on s'est dit qu'il fallait surtout être très rapide pour aller aider ces 30% de personnes en France qui n'arrivent pas à se nourrir. Donc en 10 mois, on a réussi à trouver les producteurs, créer les produits, commercialiser et réussir à avoir un impact social pour les associations. Ouais. Justement, 7 à 10% du CA pour des associations. Pour qui? Lesquelles? Comment vous les avez choisis? Alors, on a décidé de faire quelque chose qui soit très transparent, très compréhensible pour le consommateur. Donc, on a relié chaque catégorie de produits à une association. Donc, nos chips vont distribuer un encas avec le SAMU social. Nos biscuits apéritifs travaillent avec le Secours populaire et nos cookies avec les banques alimentaires, toutes les deux pour fournir 125 grammes de fruits et légumes pour des personnes dans le besoin. En fait, on est reparti des besoins des associations. Elles aussi, on est allé les voir, on leur a dit voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que vous avez besoin? Parce qu'en fait, nous, on n'est pas des experts de l'aide sur le terrain et de la lutte contre la précarité alimentaire. Ce sont vous les experts. Donc, on ne va pas, une fois de plus, réinventer la roue, on va collaborer. Et ces assos nous ont tout de suite dit, mais banco, parce qu'en fait, nous, on en a marre de courir après des appels à subventions, de toujours chercher des nouveaux dons. Ça serait extrêmement utile d'avoir des revenus qui sont récurrents et prévisibles. On leur a dit, alors ça, par contre, nous, on sait faire. On sait que d'ici un an, on pourra vous dire, le mois prochain, on va vendre plus ou moins 10% de cookies et donc vous aurez cette somme pour vous aider. Ouais. Et quand on avait dit ça, ensuite, on est allé sur le concret parce qu'on voulait dire aux consommateurs, en fait, un paquet de cookies achetés, c'est pas 10%. On voulait leur dire, un paquet de cookies achetés, c'est 125 grammes de fruits et légumes avec telle association à tel endroit. Et c'était très important. Et en fait, les associations sont très claires sur la manière d'aider, comment aider et comment avoir de l'impact. Et par exemple, le Secours populaire nous a dit, nous, on a des épiceries solidaires où les gens viennent et en fait, ils ont très peu de revenus. C'est pour ça qu'ils viennent ici. Et donc, ils vont acheter peut-être juste un paquet de riz. Et ils ne vont plus acheter de fruits et légumes parce que c'est trop cher. Et du coup, il y a un gros impact de malnutrition aussi. Et c'est pour ça qu'on a décidé, avec le Secours populaire, de fournir 125 grammes de fruits et légumes. Et ces légumes, on les trouve en anti-gaspi. Donc on fait aussi très attention à ce que ce ne soit pas des légumes qui sont achetés dans un canal sans aucun sens. On fait vraiment très attention à ça, ce qui permet de donner aussi des revenus à des agriculteurs qui auraient des hors-quotas par exemple. Ouais. Alors, je crois que jusqu'à présent, vous avez à peu près 25 000 repas cofinancés. C'est ça. Cofinancés, c'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire que, par exemple, avec les banques alimentaires, on fournit les fruits et légumes. Et les banques alimentaires vont fournir le reste du repas. Ok, d'accord. Ouais. Donc, sur le cofinancé, ça travaille pour les banques alimentaires et pour le Secours populaire. Sur les chips, par contre, on fournit l'intégralité d'une collation pour les femmes en situation de très grande précarité à la rue. Et on travaille avec le SAMU social pour vraiment accompagner parce que, en fait, l'alimentation, c'est le premier pas vers la discussion et ensuite vers la réinsertion. Ça permet aux équipes du SAMU social qui vont dans les rues, qui vont parler à ces personnes qui sont isolées, de créer une discussion via l'alimentation et ensuite elles font un travail incroyable, elles vont donner accès à un médecin, elles vont faire un suivi des soins, elles vont essayer d'apporter du réconfort sur des nuits, sur des douches et pouvoir en fait petit à petit recréer du lien avec la personne pour essayer de la réinsérer. Ouais. Ça a l'air de tout simple comme ça, tout ce que vous avez fait. Non, parce que c'est vraiment le cas. On n'arrête pas, c'est dingue. C'est énormément de boulot. On a une magnifique équipe de 7 personnes qui nous accompagnent. On a aussi des partenaires qui sont très, très, très engagés avec nous, que ce soit les associations, les producteurs, les distributeurs. Mais en fait, c'est énormément de travail. On a depuis janvier commencé à commercialiser. Et en fait, on a décidé que pour le premier semestre, chaque mois, on lancerait un nouveau distributeur. Ça veut dire que chaque mois, on lance une centaine de nouveaux magasins. Donc, on dort peu, mais c'est super excitant. Oui, parce que là, vous êtes chez Monoprix. Alors, on est chez Monop, du groupe Monoprix. Monop, ouais. On est chez Carrefour. Ouais. On est chez Leclerc sur le sud-ouest, parce que comme l'entreprise est basée à Bordeaux, on voulait absolument être présent sur notre bassin de population aussi. On est présent chez Franprix. Et on a des surprises qui arrivent pour le mois de mai et le mois de juin. Ok, trop bien. Non, mais c'est trop chouette. Enfin, déjà, bravo pour tout ça, parce Merci. que en fait, dans les boîtes qui se créent, ça fait pleinement sens, tu vois, de faire autant de...
Enfin, d'avoir autant d'étapes, que ce soit auprès de faire bosser des PME, parce qu'il n'y a pas besoin parfois de réinventer toute la roue, quoi. Comme tu l'as dit, il y en a qui font de très bonnes chips, de très bons biscuits apéro, de très bons cookies. Ouais. Donc pas besoin de s'embêter, entre guillemets, parce que voilà, avoir cette production, ça demande quand même du temps et de l'énergie. Donc bravo pour tout ça. Tu l'imagines comment, la suite? Alors, on a énormément de projets avec Julie. Entre autres, déjà avoir un fort impact social pour les assos. Du coup, on sera à 500 magasins en juin. On espère passer à 800 d'ici la fin de l'année. On souhaite avoir un maximum de magasins parce que plus tu as de magasins, plus tu vas avoir de ventes et donc plus tu vas faire de dons pour les personnes dans le besoin. On a décidé aussi d'aller sur d'autres catégories de produits parce que des distributeurs nous ont demandé. Donc évidemment, on va aller sur d'autres catégories de produits dans l'alimentaire, sur le même modèle, un produit acheté égale un repas cofinancé pour quelqu'un dans le besoin. Et on a aussi des associations qui nous ont sollicité parce qu'il y a énormément de problèmes d'hygiène sur l'accès à des douches et aussi sur la précarité hygiénique, mais aussi sur la précarité menstruelle. En France, tu as énormément de jeunes filles qui malheureusement sont dans une situation telle qu'elles ne peuvent pas se payer des protections menstruelles, ce qui fait que tu as deux impacts extrêmement forts. Tu as un impact sur la santé évidemment, mais aussi sur l'insertion sur l'école ou sur l'emploi. Mais en fait, quand tu auras 3-4 jours parce que tu as tes règles et que tu ne peux pas te protéger, et donc tu ne peux pas aller à l'école, ça te déscolarise, idem pour l'emploi. Et du coup, on va travailler aussi à des produits qui vont lutter contre ces formes de précarité, parce que c'est extrêmement important, parce que la précarité, elle est multidimensionnelle, et en fait, ces jeunes femmes, elles sont touchées par cette précarité hygiénique, par la précarité alimentaire, et il faut essayer d'aider un peu sur tous les tableaux pour réussir à insérer les gens comme il faut. Ouais. Et comment, alors ça me fait penser effectivement, je crois que dans beaucoup d'écoles maintenant de plus en plus, il y a justement des tampons et des serviettes qui sont accessibles en libre service, donc ça vient effectivement répondre à ça aussi. Et tu pensais toi à sortir de la food, ou parce que... Dès le début, avec Julie, on était extrêmement clairs, et ça vient de la précarité menstruelle. On avait ce sujet en tête parce que on a tous les deux eu des expériences à l'étranger. On a tous les deux vu à quel point en France, sur ce sujet, on est très en retard. L'accès aux protections menstruelles gratuites pour les personnes précaires, c'est un sujet sur lequel on a des années de retard et qui, en fait, quand on en parle dans d'autres pays, est clairement un truc que les gens ne comprennent pas. Et donc, on a vraiment voulu s'investir dès le début là-dessus. On a commencé par l'alimentaire parce que c'est plus simple pour rentrer dans les habitudes de consommation des foyers. On a commencé par des produits, du goûter, de l'apéro, parce que c'est plus simple de rentrer, d'être testé et donc que les gens nous connaissent et voient qu'on fait des produits de qualité pour aller ensuite sur d'autres produits. Et on a aussi commencé par ces produits parce que ce sont des produits de moments festifs. Ramdam Social, on l'a créé comme une marque positive qui veut changer les choses avec tout le monde, pour tout le monde. On veut absolument pas que ça soit anxiogène ou réservé à une élite, comme vous pouvez dire tout à l'heure. Donc on a créé des packagings qui sont colorés, qui sont agréables, qui sont sympas, qui sont extrêmement transparents. On dit tout ce qu'on fait et on fait tout ce qu'on dit. C'est aussi pour ça qu'on est audité par rapport à tous les chiffres de vente qu'on peut avoir pour que les assos soient bien clairs sur le fait que oui, on a vendu 45 222 cookies et donc on a bien cofinancé 45 222 repas. Ouais. Et comment c'est reçu? Je crois que vous faites quelques concours aussi. Comment c'est reçu au niveau des institutions, des autres entreprises? On est extrêmement valorisé. C'est très, très, très agréable pour nous et pour nos assos, nos partenaires. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un concours, on a eu la chance pour l'instant de gagner tous les concours qu'on a fait. Donc, je touche du bois pour que ça continue. On est aussi très bien reçu par les distributeurs. On est sollicité par tous les distributeurs français pour être dans leur magasin. Donc, on le fait étape par étape, même si on le fait vite, mais on essaye de le faire bien. Parce qu'en en fait, on ne veut pas être une étoile filante qui part et qui disparaît. On veut devenir un nouveau modèle de consommation pour que les gens se disent « Oui, en fait, c'est possible. On peut manger des bons produits locaux pas plus chers tout en ayant un impact social fort et que mon aide soit concrète. » C'est ça, je trouve, qui est le plus désespérant quand on dit « On n'y arrive pas ». C'est qu'en fait, personne n'a de solution. Nous, on veut être une des solutions. On est clairement aligné sur le fait que ce n'est pas nous qui allons changer le monde du jour au lendemain, mais on veut faire partie d'un écosystème de petites solutions simples qui peuvent avoir un impact massif. Quand je te dis massif, par exemple, sur notre première année, on est déjà en ligne pour faire 250 000 repas cofinancés. Donc c'est assez hallucinant quand on voit ce chiffre. Et tous les mois, on se dit qu'en fait, ça serait une vraie aide concrète pour des personnes dans le besoin. Donc c'est ça qui est positif. Ouais, c'est clair. Bah, bravo.
Merci beaucoup. Pas grand-chose à dire à part bravo. C'est hyper chouette et donc ravi de pouvoir mettre, à mon niveau en tout cas, en avant l'initiative. Parce qu'effectivement, les produits sont très bons, les paquets sont hyper stylés et donc j'invite tout le monde à aller, comme tu l'as dit, dans les différents magasins ou même sur le site, on peut commander peut-être ou Non, pas alors encore. On va d'abord en magasin. c'est en magasin, ouais. Carrefour, Monop, Franprix, Leclerc Ouais. du Sud-Ouest. Ok. Donc on espère disponible partout et que tout le monde se régalera. Trop bien. Et sinon, on peut aller sur le site ou sur les réseaux sociaux évidemment. Ouais, tout à fait. On a Instagram où on essaye de mettre en avant le travail de nos assos, le travail de nos équipes, partager un peu des nouvelles idées. Mhm. Et sur le site avec la carte avec tous les magasins et pas mal d'infos aussi sur pourquoi nos assos sont des super assos et Ouais. aident énormément les personnes dans le besoin. Ouais. Je vais te poser les 2 dernières questions de ce podcast. Ça fait à peu près 25 minutes qu'on échange. Quel message tu auras envie de faire passer aux personnes qui ont envie d'entreprendre? Et tu vois, dans le terme entreprendre, alors non, tu es entrepreneur pour le coup, mais pour moi, entreprendre, courir un marathon, c'est entreprendre. Vouloir devenir athlète de haut niveau, c'est entreprendre. Ou artiste, etc. etc. Donc, quel conseil t'aimerais donner? Alors, il y en a un premier qui va être un peu basique parce qu'on le dit beaucoup, mais en fait, énormément de gens au début nous ont dit « mais c'est pas possible de faire cette marque ». Et en fait, il faut absolument pas s'arrêter à ça parce que on n'a pas créé un truc qui est complètement incroyable. On a mis plein de bonnes idées ensemble autour d'un projet et qui fait que ça fonctionne. Donc, c'est pas parce que les gens disent que c'est impossible que c'est pas possible. Ouais. Et vraiment, avec Julie, on l'a vu, on a poussé les portes, on a fait en sorte que on ait les informations pour mettre toutes ces personnes autour d'une table. Et en fait, on leur dit, mais regardez, ça y est, on a réussi. Et c'est pas plus compliqué que ça, des fois. C'est du travail, c'est énormément d'investissement, mais il faut réussir à mettre ces idées dans le bon ordre, et on y arrive. Et je pense que le deuxième, c'est vraiment de trouver la meilleure forme de collaboration possible. Il faut arrêter de se mettre chacun les uns contre les autres. Enfin, ça n'a aucun sens. On discute énormément avec les autres startups qui arrivent dans les enseignes de grande distribution et on se file plein de coups de main et on se rend compte que c'est extrêmement utile. Au quotidien, en fait, on est des gouttes d'eau par rapport à des grands groupes. Donc, se filer des coups de main, c'est extrêmement utile. Ça nous permet d'aller vite et surtout, ça nous permet de ne pas être seul. Et quand toi, tu as un coup de mou, bah, moi j'ai la chance d'avoir mon associé qui est fantastique, mais en plus de ça, d'avoir les copains des autres startups qui me disent mais ça c'est normal, je l'ai eu il y a 2 mois et t'inquiète, ça va passer. Donc je pense que la collaboration c'est vraiment une nouvelle manière de travailler et qui doit perdurer le plus possible. Ouais. Et enfin, même si je pense qu'on l'a un petit peu compris, dernière question de ce podcast, qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Alors ça va pas être une surprise, mais d'avoir de l'impact, de me lever le matin en me disant que oui, en fait, chaque projet que je vais mettre en place aujourd'hui, il va permettre de vendre des produits Ramdam Social et donc il va permettre de cofinancer des repas pour des personnes qui en fait n'arrivent pas à faire 3 repas par jour. Et ça, moi, ça, c'est à la fois un truc qui me broie le bide le matin et qui en même temps me donne une énorme envie de me lever. Donc c'est la raison pour laquelle je me lève. Ouais. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Ravi d'avoir reçu Luco pour mettre en avant leur aventure Ramdam Social. J'espère que pour vos prochains goûters ou apéros, vous penserez à acheter leurs produits et que vous y retournerez. En plus, je dois l'avouer, quand je propose à des amis l'explication du produit et de l'impact social de celui-ci, ça fait son petit effet. Si cet épisode vous a plu, eh bien je vous invite à le partager autour de vous. Le Pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. Alors parlez-en à vos amis, partagez l'épisode sur vos réseaux, cela m'aide grandement. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon. D'ici là, prenez soin de vous et gardez en tête que vos achats ont un impact énorme. À très vite!